Les pythagoriciens croyaient que tout dans l'univers, y compris les longueurs des segments, pouvait être relié à des rapports d'entiers. Cette croyance a été bouleversée quand ils ont calculé la diagonale d'un carré de côté 1. Dans ce triangle rectangle isocèle, chaque côté est de longueur 1. Ainsi, d'après le théorème de Pythagore, l'hypoténuse a pour longueur la racine carrée de 2. Les pythagoriciens ont été choqués d'apprendre que la racine carrée de 2 n'est pas un rapport de deux nombres entiers. Et voici pourquoi. Si la racine carrée de 2 est un tel rapport, alors un certain multiple entier de racine de 2 est un nombre entier. Prenez ce triangle rectangle isocèle et dilatez-le par les facteurs entiers 2, 3, 4 et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous arriviez au plus petit triangle possible avec pour hypoténuse un nombre entier. Nous allons maintenant en trouver un plus petit avec la même propriété et voici comment. Tracez cet arc. Cette distance est un nombre entier et celle-ci aussi. Tracez cette perpendiculaire à l'hypoténuse. Ces deux angles sont égaux et ces deux côtés aussi. Et ces deux côtés aussi sont égaux car ils sont tangents à l'arc de cercle issu du même point. Ainsi, ceci est un entier et donc ceci aussi. Nous avons maintenant un triangle rectangle isocèle dont les longueurs de chaque côté sont des nombres entiers plus petits que le plus petit possible, ce qui est absurde. Ainsi, supposer que la racine carrée de 2 est rationnelle nous conduit à une contradiction manifeste. Par conséquent, la racine carrée de 2 est irrationnelle. Les pythagoriciens essayèrent de tenir secrète cette découverte. Selon la légende, le premier membre de leur culte, l'ayant rendu public, fut jeté à la mer. Les pythagoriciens n'arrivaient pas à accepter que la racine carrée de 2 fût un nombre, mais personne ne pouvait nier que c'était la diagonale d'un carré. Certains des problèmes logiques créés par la découverte des nombres irrationnels ont été résolus par une théorie ingénieuse des proportions, décrite dans le livre 5 des éléments d'Euclide. 22 siècles plus tard, ce livre de Hilbert revisite les bases de la géométrie et inaugure une nouvelle ère des mathématiques abstraites. Hilbert a montré que le théorème de Pythagore, qui a précipité le conflit antique entre l'arithmétique et la géométrie, joue également un rôle clé dans sa résolution. Ainsi, le théorème de Pythagore pour les triangles rectangles est un repère important dans l'histoire des mathématiques. Tournons-nous maintenant vers un autre repère clé de celle-ci, qui a à voir avec les cercles. La circonférence de n'importe quel cercle vaut un peu plus de 3 fois son diamètre. Le rapport de la circonférence sur le diamètre est le même pour tous les cercles. Le rapport exact est une constante fondamentale de la nature, notée par la lettre grecque pi. L'aire d'un disque circulaire est un certain nombre de fois le carré de son rayon. Ce facteur est une autre constante fondamentale de la nature. Surprise, c'est le même nombre, pi. Pour voir pourquoi ceci est vrai, déroulez la moitié de la circonférence comme repère, divisez le disque en un nombre pair de tranches égales et réarrangez-les pour former une sorte de parallélogramme de même aire que le disque. En prenant de plus en plus de tranches, de plus en plus fines, le parallélogramme ressemble de plus en plus à un rectangle de base pi r et de hauteur r, et dont l'aire est pi r carré. Cette découverte profonde a été faite par Archimède, le plus grand mathématicien de l'Antiquité. Voici une autre méthode. Divisez le disque en anneaux concentriques, déroulez-les et empilez-les ainsi. Quand vous prenez de plus en plus d'anneaux, la pile ressemble de plus en plus à un triangle rectangle de base 2πr et de hauteur r. Son aire, moitié de la base par la hauteur, est πr carré. Pi est si fondamental que les gens essayèrent pendant des siècles de déterminer sa valeur numérique exacte. Les Babyloniens ont utilisé la valeur 25/8 ou 3,125. La valeur égyptienne était légèrement différente, 256/81 ou 3,16. Une approximation de pi apparaît également dans la Bible. L'Ancien Testament décrit un bassin circulaire dans le temple de Salomon, 10 cubits de large et 30 cubits de tour.
Si la distance autour est mesurée le long d'un hexagone inscrit, vous obtenez un rapport égal à 3. La première tentative systématique pour évaluer pi a été faite par Archimède. Il a obtenu des valeurs approchées en employant des polygones réguliers intérieurs et extérieurs à un cercle. Quand on compare le périmètre de cet hexagone intérieur à la circonférence du cercle, nous constatons que pi est un peu plus grand que 3. L'hexagone intérieur peut être dilaté d'un facteur 2/3 de la racine carrée de 3 pour former cet hexagone extérieur, tangent au cercle. Comparons encore les périmètres, et nous constatons que pi vaut moins de 2 fois la racine carrée de 3. Archimède a continué à doubler le nombre de côtés jusqu'à ce qu'il ait atteint un polygone ayant 96 côtés. Il a finalement trouvé ces deux limites inférieures et supérieures pour pi. La limite supérieure, 22/7, est encore utilisée aujourd'hui comme une approximation simple de pi. Pendant des siècles, différentes cultures ont raffiné la méthode d'Archimède en prenant un nombre de plus en plus grand de doublements. Les Chinois ont trouvé une fraction simple, 355 sur 113, qui donne 6 décimales de pi. Ils ont détenu le record du monde pendant plus de 1000 ans, jusqu'à ce que l'utilisation des chiffres arabes ait fourni des méthodes nettement supérieures pour faire des calculs. Les gens se sont demandé pendant longtemps si pi était une fraction exacte, comme 22/7. Un rapport de deux nombres entiers, appelé un nombre rationnel, a toujours un motif répétitif dans son développement décimal. Par exemple, dans l'écriture décimale de 22/7, le bloc de 6 chiffres 1, 4, 2, 8, 5, 7 est répété indéfiniment. Comme les gens calculaient de plus en plus de décimales pour pi, ils recherchaient ces périodes, mais aucune ne fut trouvée. Finalement, au XVIIIe siècle, on a montré qu'aucune ne serait jamais trouvée. Ainsi, pi est un nombre irrationnel. Le mot trigonométrie vient de mesure des triangles en grec. Il est apparu pour la première fois dans ce livre, écrit en 1590, mais l'histoire de la trigonométrie peut être retracée depuis l'astronomie antique. Comme on pensait que les planètes se déplaçaient sur des orbites circulaires, les premiers astronomes se sont intéressés aux cordes de cercle. Le mathématicien grec Hipparque, le père de la trigonométrie, a écrit 12 livres sur les cordes de cercle, autour de -150 de notre ère. Cet ouvrage est maintenant perdu, mais plusieurs de ses idées ont survécu dans l'Almageste, écrit par Claude Ptolémée environ 300 ans après. L'Almageste, avec les éléments d'Euclide, est un des grands chefs-d'œuvre produits dans l'antique Alexandrie, un magnifique centre de culture hellénistique, une ville fondée par Alexandre le Grand, après sa conquête de l'Égypte en 331 avant notre ère. Un chapitre de l'Almageste est un tableau de cordes de cercle. Ceci, aujourd'hui, s'appellerait un tableau des sinus. En trigonométrie moderne, les sinus apparaissent comme rapport de côté de triangles rectangles. Le sinus de l'angle T est le rapport du côté opposé à l'hypoténuse, et le cosinus de T est le rapport du côté adjacent à l'hypoténuse. La trigonométrie emploie ces rapports pour étudier les triangles rectangles. Après que le calcul infinitésimal soit devenu une branche des mathématiques, on a constaté que les sinus et les cosinus jouaient aussi un rôle fondamental pour analyser les mouvements vibratoires, le roulement d'une bille au fond d'une cuvette, l'oscillation d'une masse au bout d'un ressort, des vagues sur l'eau, des ondes sonores, des ondes radio et la théorie ondulatoire de la lumière. Tout ce que nous voyons ou entendons nous atteint par des ondes qui peuvent être analysées avec des sinus et des cosinus. Les mathématiques des sinus et des cosinus nous aident à mieux comprendre le monde où nous vivons. Les méthodes ingénieuses d'Archimède nous ont donné l'aire d'un disque circulaire, l'aire de la surface et le volume d'une sphère, et celle d'autres figures particulières. Le développement ultérieur de ces méthodes a dû attendre 18 siècles jusqu'à ce que la langue algébrique devienne une partie des mathématiques. Stimulé par l'invention de l'imprimerie autour de 1438, un changement lent mais révolutionnaire du développement des mathématiques a commencé au XVe siècle. Les lourds chiffres romains ont été graduellement remplacés par les chiffres indo-arabes. Un symbole pour 0 a été créé.
et la notation décimale est devenue commune. Pendant cette même période, de brillants mathématiciens italiens ont trouvé les solutions des équations algébriques de degrés 3 et 4. Cela provoqua une grande activité et encouragea l'adoption de ce nouveau langage. Deux savants français, Pierre Fermat et René Descartes, firent une contribution essentielle aux mathématiques du XVIIe siècle en introduisant les systèmes de coordonnées et en décrivant les figures géométriques avec des nombres et des équations. Par exemple, l'équation algébrique pour un cercle provient directement du théorème de Pythagore pour les triangles rectangles. Beaucoup plus tôt, autour de 200 avant notre ère, Apollonius écrivit un traité en 8 volumes sur les sections coniques, des courbes obtenues en coupant un cône avec un plan. Deux de ces courbes sont l'ellipse et la parabole. Quand ces courbes sont décrites par des équations algébriques, celles-ci contiennent les carrés des coordonnées, mais aucune puissance d'ordre plus élevée. Si vous négligez la résistance de l'air, n'importe quel projectile se déplace le long d'une parabole s'il est lancé en avant, vers le haut, et tombe sous l'influence de la pesanteur. Quand Johann Kepler analysa l'orbite de la planète Mars et développa ses lois du mouvement planétaire, il trouva que toutes les planètes se meuvent le long de trajectoires elliptiques. La géométrie analytique fournit un outil puissant pour décrire le mouvement des planètes et pour d'autres problèmes physiques. Dans ce marathon intellectuel qui s'apparente plus à une course de relais vers le calcul infinitésimal, les mathématiciens étaient en compétition pour trouver une méthode générale pour calculer les aires et les volumes de figures courbes. L'idée grecque était d'approcher une figure courbe par des polygones inscrits. En essayant d'améliorer peu à peu l'approche, ils employaient un nombre croissant de côtés. Cette méthode grecque antique s'appelle la méthode d'exhaustion. La géométrie analytique a montré l'intérêt de cette méthode d'exhaustion et lui a permis d'analyser des problèmes d'air et de volume grâce aux équations algébriques. Ceci a conduit au développement graduel d'une nouvelle et puissante discipline, maintenant appelée calcul intégral. En même temps, les questions de vitesse, d'accélération et le comportement des quantités variables a conduit au développement d'une nouvelle branche des mathématiques appelée calcul différentiel. Le calcul différentiel et intégral fut une combinaison d'idées provenant de nombreuses sources avec Orem, Galilée, Kepler, Descartes, Fermat, Torricelli et Isaac Barrow qui a partagé ses idées avec Isaac Newton. Construisant sur les bases établies par ces pionniers, Isaac Newton et Wilhelm Leibniz achevèrent cette course vers l'analyse en une finale controversée avec photo finish. Voici une de leurs découvertes principales. Prenez n'importe quelle fonction et utilisez l'intégrale pour calculer l'aire sous son graphe. Ceci vous donne une nouvelle fonction appelée la fonction R. Calculez maintenant la dérivée ou le taux d'accroissement de la fonction R. Et voilà que le résultat est la fonction originale. Ce lien remarquable entre l'intégrale et la dérivée est devenu un outil inestimable faisant de l'analyse la langue commune de la science et qui inaugura une nouvelle ère dans l'histoire des mathématiques.